Bonjour à tous, chapitre 3, composition et qualité de l'air. Pour ce cours-ci, je vous ai mis en fond d'écran une très belle photo de la Terre sur laquelle vous voyez cette ligne courbe, cette ligne lumineuse qui correspond en fait à l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que l'atmosphère? C'est cette couche de gaz qui est retenue sur Terre par la gravité et qui permet à tous les êtres vivants de respirer. Le plan de mon cours, en 1, on verra la composition de l'air, on verra en 3 parties. Première partie que l'air est un mélange, deuxième partie que dans l'air, on peut faire une combustion, par exemple on peut faire brûler du carbone, et qu'on peut faire ça grâce à un des gaz présents à l'intérieur de l'air. Et puis, troisième partie, on verra que on peut décrire la composition chimique de l'air de manière plus précise. Deuxième partie du cours, on verra que l'air, décidément, ça n'est pas rien, puisque ça a une masse. Et je vous parlerai rapidement du fonctionnement des montgolfières. Et troisième partie de mon cours, une partie plus actuelle sur la pollution de l'air avec en premier l'effet de serre et enfin les principales sources de pollution de l'air. Alors première partie, la composition de l'air. Première chose qu'il vous faut savoir, c'est que l'air, c'est un mélange. On le sait depuis le XVIIIe siècle avec les travaux du chimiste Lavoisier. Ce chimiste, il a fait des expériences simples de combustion qui lui ont permis de prouver que l'air est composé de deux choses, un gaz qui ravive les flammes et un gaz qui étouffe les flammes. La combustion qu'il a faite, c'est la combustion simple du carbone dans une atmosphère fermée. Si on fait cette expérience-là, on va se rendre compte de plusieurs choses. Si on le fait dans un bocal fermé, on va pouvoir mettre en évidence qu'il y a un gaz qui va être consommé. Alors pour ça, il y a une petite expérience sur Internet que je vais vous lancer tout de suite. Plaçons une pièce de monnaie au fond d'une assiette, plutôt sur sa périphérie. Au centre de l'assiette, on place une bougie. Et on verse de l'eau légèrement colorée jusqu'à ce que la pièce soit complètement recouverte. La question est, comment récupérer la pièce avec la main sans se mouiller les doigts? La bougie est là pour être allumée, alors allumons-la. Puis emprisonnons-la dans un verre posé au-dessus. En brûlant l'oxygène de l'air contenu dans le verre, la bougie crée une dépression qui va aspirer l'eau à l'intérieur et l'assiette se vide. On peut ainsi saisir la pièce sans se mouiller les doigts. Voilà, donc dans cette petite expérience très simple, vous voyez que l'expérimentateur que vous avez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait brûler la mèche de la bougie à l'intérieur d'un verre renversé, donc c'est quelque chose d'équivalent à un bocal fermé. Pendant cette combustion-là, pendant que cette mèche qui est principalement composée de carbone, elle brûlait, vous aviez un gaz à l'intérieur de l'air qui a été consommé. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un gaz qui a été consommé? Tout simplement parce que le manque de gaz que ça crée à l'intérieur du bocal va faire aspirer ce liquide. Et c'est pour ça que le liquide qui était contenu dans l'assiette est progressivement remonté à l'intérieur du verre, exactement comme si on avait aspiré le liquide à l'intérieur du verre. Alors, cette combustion, c'est exactement ce qu'on appelle une réaction chimique. Dans cette réaction chimique, qu'est-ce qu'il se passe? Le carbone, de symbole C, et un certain gaz, ce gaz qui est capable de raviver les flammes, qui permet aux flammes d'avoir lieu, eh ben, cette combustion, elle va consommer du carbone et consommer de ce gaz. Et quand est-ce que la flamme s'éteint? La flamme s'éteint quand tout ce gaz à l'intérieur de l'air a été consommé. Alors, qu'est-ce qui se passe comme réaction chimique lors de cette combustion? D'abord, le gaz qui a été consommé, c'est le même que celui que nous respirons. C'est du dioxygène. La molécule de dioxygène, elle est composée de 2 atomes d'oxygène. On la note O2 et c'est la molécule que je vous ai mis ici en rouge qui est en train de virevolter. Cette molécule de dioxygène, qu'est-ce qui lui arrive au cours de la combustion? En fait, elle va se combiner au carbone C pour former
une autre molécule, un autre gaz. Ce gaz, vous le connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. C'est la molécule que vous avez ici. C'est comme si les atomes qui étaient en rouge tout à l'heure, ils avaient été éclatés en deux et qu'au milieu, on avait un atome de carbone que je vous ai mis ici en bleu. Donc voilà la réaction chimique qui a lieu au cours de la combustion. Et ça nous permet d'avancer sur les différents gaz qui sont présents dans l'air. Alors, en plus de ces deux gaz, donc O2 et CO2, il y a un autre gaz dont je ne peux pas vous démontrer qu'il est présent, mais qui est présent en majorité dans l'air, c'est le diazote de formule N2. Alors lui, avec mon logiciel de molécules, il vous est présenté comme deux atomes, ici bleus. Donc vous avez ces deux atomes d'azote qui sont accrochés l'un à l'autre, et c'est pour ça que la formule du diazote, c'est N2. Et puis vous avez enfin un autre gaz qui est beaucoup plus rare et qu'on appelle l'argon de symbole AR. Chose que vous devez remarquer et que vous devez savoir, N2 et AR, le diazote et l'argon, sont des gaz complètement inertes qui ne réagissent pas. Et eux aussi, ils étouffent les flammes et sont asphyxiants. Donc, si on résume la composition chimique de l'air, à l'intérieur de l'air, vous avez trois gaz qui sont présents dans les proportions que je vais vous montrer maintenant. Vous avez 78% de diazote. 78% de diazote, c'est la totalité de la majorité de ce camembert ici en bleu. Puis vous avez 21% d'oxygène. Ça, c'est le gaz qu'on respire. Puis ensuite, vous avez 0,93% d'argon. C'est ce que vous avez la petite part ici en jaune, et seulement 0,04% de dioxyde de carbone, que normalement on aurait dû voir apparaître en vert, mais qui est tellement peu présent dans l'air, tellement peu concentré dans l'air, qu'en fait ici, mon logiciel ne peut même pas vous le faire apparaître. Alors, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Le dioxyde de carbone dont vous avez déjà très largement entendu parler et qui est responsable d'une partie du réchauffement climatique, vous voyez qu'en fait, il est très peu présent dans l'air et que la majeure partie de ce que nous respirons, c'est principalement composé, allez, on va dire 20% de dioxygène, 80% d'azote. Deuxième partie, l'air, ça n'est pas rien puisque ça a une masse. Comment est-ce qu'on peut prouver que l'air, ça a une masse? Tout simplement avec l'expérience que je vais vous montrer sur la vidéo YouTube suivante. Une expérience simple nous démontre que l'air a une masse. En effet, lorsque deux ballons de caoutchouc sont placés sur une balance à plateau, un sur le plateau de gauche et l'autre sur le plateau de droite, la balance est à l'équilibre, montrant que les deux ballons ont la même masse. Toutefois, lorsque l'un des deux ballons est rempli d'air, le plateau de la balance sur lequel il se trouve descend, ce qui démontre que sa masse est supérieure à celle du ballon vide. Voilà, donc expérience très simple, on équilibre une balance avec deux ballons complètement identiques, on remplit l'un des deux ballons d'air et puis on se rend compte tout simplement qu'il est plus lourd. La différence de masse, c'est exactement la masse d'air qu'on a rajouté à l'intérieur du ballon en soufflant dans le ballon. Donc c'est une expérience très simple qui prouve que l'air, ça a une masse. Alors on peut aller un petit peu plus loin là-dedans. Si on introduit très précisément 1 litre d'air dans le ballon, on va pouvoir mesurer précisément le rajout de masse qu'on a mis dans ce ballon. Et ça, c'est exactement 1,3 g. Alors ça nous amène à l'idée de masse volumique, c'est-à-dire quelle est la masse occupée par quelle quantité de volume. Ici, on se rend compte que la masse volumique de l'air, elle est de 1,3 g par litre dans les conditions normales de pression et de température, c'est-à-dire à 1000 hectopascales et à 25 degrés Celsius. Alors, à propos de masse volumique de l'air, on peut aller un petit peu plus loin et se poser la question du fonctionnement des montgolfières avec une expérience très simple comme celle que je vais vous montrer ici. À l'aide d'un gobelet et de papier d'aluminium, préformons deux récipients dont le fond est attaché à une ficelle en son milieu. Accrochons ces deux récipients métalliques vides, leur ouverture étant dirigée vers le bas, à une baguette de bois d'environ 1 mètre de long,
placée en équilibre sur un couteau de cuisine fixé à un support. Lorsque cette balance est équilibrée, approchons une bougie allumée sous l'ouverture de l'un des récipients. Celui-ci s'élève rapidement. Refaisons la même expérience avec l'autre récipient. C'est maintenant celui-ci qui s'élève. Voilà, donc expérience très simple. Qu'est-ce qui se passe quand je place la bougie sous la petite coupelle d'aluminium? Je vais faire chauffer l'air dans la coupelle d'aluminium et cet air-là va avoir tendance à faire monter la coupelle. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand je fais chauffer l'air à l'intérieur de la coupelle, vous avez l'air à l'intérieur de la coupelle qui va être composé de molécules qui vont être plus espacées les unes les autres. C'est-à-dire que pour un même volume, vous allez avoir moins de molécules à l'intérieur de la coupelle. Et ça veut simplement dire, en fait, que l'air, plus il est chaud, moins il va être dense. Et vous savez déjà empiriquement, vous avez déjà fait des expériences là-dessus, que quand quelque chose est moins dense, il va avoir tendance à être au-dessus, à se placer au-dessus. Eh bien, le fonctionnement d'une montgolfière, c'est exactement ça. L'air à l'intérieur de la montgolfière est chauffé par des brûleurs. Il va de ce fait devenir moins dense et il va donc avoir tendance à s'élever par rapport à l'air qui est autour de lui dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir entraîner le ballon et permettre à la montgolfière de s'envoler.